Eh bien, je vais convoquer le Parlement et je lui ordonnerai de me procurer de l'argent. Le Parlement? Le roi d'Angleterre? Allez, chapeau bas devant les hommes du peuple commun. Un mendiant. Oui. L'Angleterre en révolution, premier épisode aujourd'hui, la grande rébellion 1640-1649. Comme mon père avant moi, je règne sur l'Angleterre et l'Écosse. De même que mes aïeux, avant cela, sur l'Écosse. Je suis le serviteur de mes peuples. Mais pour les bien servir, je dois étendre sur eux mon autorité. Sans partage. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. Avec Bernard Cotteret, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Qui nous accompagnera une bonne partie de la semaine et à qui on doit, entre autres, un livre sur les Tudors et, dans la collection Tempus, un livre sur les révolutions anglaises. Alors les Tudors, oui, bon, tournons la page. Je sais que tout a été fait pendant l'époque des Tudors, mais maintenant nous sommes... C'était très important, effectivement. Nous sommes sous les Stuarts. C'est un roi Stuart qu'on vient d'entendre il y a un instant. Un roi en son parlement. On entend beaucoup la formule depuis que les communes sont présentes sur tous les écrans de télévision du monde depuis quelques mois. Le roi en son parlement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Jean Lebrun, je dois vous dire, c'est une formule qui remonte aux Tudors, pardonnez-moi. Donc les Tudors ont quand même été essentiels. Et c'est effectivement à partir d'Henri VIII que l'on s'est mis à parler du King in Parliament, le roi en son parlement, qui exerce véritablement la souveraineté sur le royaume. Y compris à l'heure actuelle. Le Parlement, c'est les Lords, les communes et le roi ? Absolument. Il y a trois éléments dans par le Parlement. Le Parlement, beaucoup de gens pensent que c'est le bâtiment que nous connaissons tous, c'est ce bâtiment victorien absolument extraordinaire. Non, le Parlement, c'est une institution et il y a trois composantes qui sont d'abord la couronne, évidemment, les Lords ensuite, là aussi très complexe, les Lords, et puis la Chambre des communes. Et le roi ne peut toucher d'impôts, décider des impôts, pour la plupart des impôts en tout cas, qu'avec l'aval du Parlement. Et ça date pas des Tudors. Ça date de alors, tout dépend de la Magna Carta 1215. Oui, alors la Magna Carta, on lui fait endosser à peu près tout ce qu'on veut, si vous voulez. C'est son avantage en réalité. Mais il est vrai que l'usage était pour le roi de vivre du sien. Or, vivre du sien, c'est une formule, évidemment, qui, dans la réalité, évidemment, n'était pas toujours suivie des faits. Et le roi avait besoin d'argent, en particulier quand il faisait des guerres. Et à ce moment-là, on convoquait le Parlement de façon à demander au pays de payer pour les guerres. Et ça, c'est un artifice qu'utilisent en particulier les Tudors, toujours eux, vous voyez. Et effectivement, Charles Ier va être un petit peu dans la même situation. Il va essayer de se passer le Parlement, mais il ne pourra pas. Et en 1376, c'était déjà les Tudors ? Attendez. Non, parce que je dis 1376, pas tout à fait au hasard, parce que ce serait la première procédure d'impeachment. Le Parlement juge un conseiller du roi. Ah oui, ça, très vite, le Parlement a voulu un peu s'arroger des pouvoirs qu'il n'avait pas initialement. Et non seulement on donne de l'argent au roi, mais pourquoi est-ce que on ne contrôlerait pas, dans le fond, en partie, sa politique? Et donc, effectivement, il y a cette espèce de contradiction flagrante entre le roi et la Chambre des communes et la Chambre des Lords qui va émailler toute l'histoire politique anglaise. Sans que le Parlement puisse choisir les membres de l'entourage. Il n'y a pas encore de responsabilité ministérielle. Non, tout à fait. Dites-moi, le roi Stuart, qu'on entendait il y a un instant en ouverture de l'émission, il a 3 couronnes. L'Écosse, après l'Angleterre, ou devant l'Angleterre même, dans son cas précis, puisque c'est une monarchie écossaise, les Stuarts, et puis l'Irlande. 3 couronnes, ça fait pas un royaume. 3 couronnes, ça ne fait pas un royaume. Tout comme en France, quand vous y réfléchissez bien, Henri III a pu être roi de France et roi de Pologne, mais la France et la Pologne ne sont pas devenues une unité pour autant. Et donc on a 3 unités distinctes et qui vont rester distinctes. Et ça a tout le problème au XVIIe siècle, comment les faire coïncider. Donc il y a autant de distance entre l'Écosse et l'Angleterre qu'entre la Pologne et la France, pratiquement. Si j'ai bien compris. Pratiquement. Quant à l'Irlande, c'est une colonie, faut être clair. Oui, l'Irlande a un statut colonial. C'est-à-dire que
on y implante Des colons populations, protestants, par exemple en Ulster. Oui. D'où la Ça c'est la la politique. sensibilité de la question de l'Ulster. Oui. Hein, et on remplace les propriétaires catholiques qui sont éradiqués. Oui, mais maintenant les catholiques restent sur place parce qu'on a besoin de main d'œuvre. Ah oui. Et donc il va y avoir des contradictions nourries au sein même de la population entre les éléments d'origine protestante et les éléments d'origine catholique. Non, parce que vous dites qu'en gros c'est comme les Amérindiens, quoi, les Irlandais catholiques pour les Anglais. Je crois qu'on les traitait un petit peu comme on va traiter après les Amérindiens. Oui. Bernard Cotterêts, Voir les Africains. Vous présentez le roi Stuart comme un centaure, c'est-à-dire mi-théologien, mi-souverain, parce qu'il est le souverain de l'Église d'Angleterre, dont il entend qu'elle soit organisée un peu comme la monarchie, avec une hiérarchie. No bishop, no king. S'il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de roi. Oui, c'est une formule célèbre et effectivement qui va montrer combien la personne royale va être attachée à l'épiscopat et que si l'épiscopat disparaît, ce qui va se produire pendant la Révolution anglaise, évidemment, la royauté va tomber elle aussi. Mais il y a des dissidents, des puritains, des groupes égalitaristes qui pensent qu'on peut se passer l'évêque. Alors il va y avoir une contestation de l'épiscopat très très rapidement, mais dans le fond, il faut attendre la Révolution anglaise pour que véritablement on se passe des évêques. Et vous savez qu'au moment de la Restauration, en 1660, eh bien les évêques sont revenus et les évêques. Ah non, c'est pas encore tout ça parce que ça ce sera. Les évêques sont toujours là. Maintenant. Ce sera le thème de la semaine. Voilà. Mais les puritains, ils ont développé une éthique qui peut se passer de la hiérarchie, puisque c'est dans son petit groupe, dans sa famille, qu'on doit la respecter. Oui, alors chez les puritains, il y a une contestation effectivement de l'autorité, autorité des évêques, puis autorité royale, mais il n'y a pas de... rien n'est inconciliable entre l'épiscopat et les puritains. Ce sont eux qui effectivement prennent les devants et critiquent les évêques, mais on aurait pu imaginer une évolution différente. On aurait pu imaginer qu'il n'y ait pas de révolution. Bien entendu, c'est ce que j'allais vous faire dire. Au roi Stuart, Jacques Ier, succède Charles Ier. Oui. Il n'est pas sans responsabilité dans le déclenchement de la Révolution. On parlait de l'éthique puritaine. Vous dites qu'il y a une esthétique autour de Charles Ier qu'on voit bien quand on observe ses portraits. Il est toujours accompagné d'un cheval quand il ne monte pas sur un cheval. Ça, c'est une guide conférencière dans une émission qui s'appelait Au galop à travers le temps. Alors, elle s'intéresse encore plus au cheval qu'au monarque, mais vous allez voir que le monarque sait conduire, d'après elle, le cheval. Nous allons voir par un très grand portraitiste flamand, cette fois-ci du nom de Van Dyck, et qui vivait en Angleterre, les célèbres portraits de Charles Ier. Charles Ier, je crois que ça vous rappelle quelque chose, ça. Oui, c'est pas le roi qui a été décapité. Oui, on l'a décapité, Cromwell a fait une révolution, et donc il est mort d'une façon extrêmement tragique. Mais voyez-le sur ce cheval, en train de parader, s'avancer vers nous, et avec cette jolie démarche que nous reconnaissons maintenant, est typiquement ce pas espagnol. Et le voilà, et nous savons combien c'est difficile pour un cavalier d'obtenir le pas espagnol. Donc Charles Ier devait être un cavalier émérite. Alors, il sait pratiquer le pas espagnol. Il s'en va avec son favori Buckingham jusqu'en Espagne pour chercher une femme. Parce que c'est drôle quand même pour un roi d'Angleterre, un roi d'un pays protestant, de vouloir absolument avoir une femme catholique. Ça fonctionne pas en Espagne. Il va épouser une catholique française. La merveilleuse Henriette Marie. Oui, la merveilleuse Henriette Marie. C'est vous qui dites ça. Henri IV. J'ai le béguin pour elle, je dois vous le dire. Ça fait des années que ça dure. Mais elle se souvient pas qu'elle est la fille d'Henri IV et qu'Henri IV a d'abord été protestant parce que elle est là, entourée de chapelains catholiques dans sa chapelle catholique. Vous pensez si ça plaît en Angleterre? Elle est élevée au Carmel, pensez-vous. Effectivement, ça laisse des traces. Oui, c'est-à-dire qu'elle a parfois plus le tempérament d'une religieuse que d'une souveraine. Ah, vous savez, il faut se méfier de l'eau qui dort. En tout cas, quand Charles Ier réunit... Elle avait du tempérament. Quand Charles Ier réunit, est-ce que c'est son premier ou son deuxième parlement? Il va réunir tant de parlements et les fermer aussi vite. La reine dit, il pleut trop pour que j'aille accompagner la cérémonie d'ouverture du parlement. C'est pas très habile. Il a dissous combien de parlements?
1, 2, 3. Oui, enfin c'est surtout le dernier dont on est parlé en 1628. Oui. Et il là, est réuni en 1628 et il est dissous en 1628. C'est ça. Ouais. Et là, évidemment, devant l'insubordination des parlementaires, le roi va décider de ne plus faire appel à eux. Il va essayer de tenir cet engagement, mais il va pas pouvoir parce qu'il va y avoir une guerre avec l'Écosse et là, il va avoir besoin d'argent. Toujours la même histoire. Parce qu'au fond, si on lit vos révolutions anglaises, on a quand même l'impression que les Stuarts, ils étaient attirés par le modèle français, le catholicisme du roi de France et puis surtout l'absolutisme du roi de France. Et qu'au fond, ça aurait peut-être été mieux, pour l'Angleterre. Ça aurait été plus rationalisé, plus logique. Écoutez, moi, je ne veux pas me prononcer sur ce sujet. Si l'Angleterre avait été la France, est-ce que ça aurait été mieux pour les Anglais? Mon cœur de Français aurait tendance à vous approuver, mais évidemment, mes instincts d'angliciste me font, prendre des distances par rapport à ce genre de considération. Vous avez assez de sympathie pour l'Écosse pour dire quand même que Charles Ier a été très maladroit en Écosse, où il n'est venu faire un voyage et se faire couronner que 33, beaucoup d'années oui. après avoir été nommé en Angleterre. Oui, c'est pas malin. 8 ans après, et à ce moment-là, effectivement, il découvre un peuple dont il est complètement étranger, qui lui est complètement étranger. Ça nous est aussi assez étranger de penser que les querelles théologiques, les querelles liturgiques même pouvaient avoir une importance politique absolument déterminante. Donc en Écosse, il y a eu dès 1637 une émeute à la cathédrale d'Édimbourg sur l'usage du livre de prière et les modalités de célébration de l'office. Oui, alors la politique royale, qui est beaucoup plus subtile qu'on ne le dit très souvent, vise en fait à uniformiser les trois royaumes. Et comment mieux uniformiser les trois royaumes que par la liturgie? C'est-à-dire l'idée qui est celle des Stuarts, et qui est très intelligente quand on y réfléchit, c'est que si tous les sujets du roi prient selon les mêmes rites tous les dimanches, à peu près à la même heure, eh bien on va avoir un sentiment d'unité qui va se dégager. Et donc il joue cette carte-là, ce qui est dans le fond beaucoup mieux que la carte de la coercition. Seulement les Écossais vont voir ça venir, ils vont très bien comprendre, ils vont dire non, pas de ça chez nous. Révolte des Écossais, pas seulement dans une cathédrale en 1637, mais armée en 1640. Alors voici le roi, nous sommes dans un film connu consacré à Cromwell, son futur successeur. Le roi s'entretient avec Strafford. Strafford, c'est le Lord Lieutenant en Irlande, un homme énergique, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis un juriste de son entourage qui s'appelle Sir Edward. Que faire face à la révolte des Écossais? Partez avec une armée contre les Écossais. Une armée? Avec quelle armée? Presque toute votre armée est enlisée actuellement dans les marais d'Irlande. Le peu qu'il en reste arrive à peine à maintenir l'ordre. Eh bien, vous lèverez une seconde armée. J'ai peur que votre majesté ne s'aperçoive que c'est plutôt dit que fait. Quoi? Je garantis que je lèverai une armée de 3000 hommes avant un mois d'ici. Pouvez-vous garantir aussi leur fidélité, monseigneur? Y a-t-il un Anglais qui ne soit prêt à tirer l'épée pour aider le roi à vaincre ses ennemis? J'ai bien peur que vous ne vous trompiez, Milord Strafford. Il y a beaucoup d'Anglais prêts à tirer l'épée contre le roi. Par Dieu, qui est cet impudent qui parle comme un traître en votre présence, monseigneur? Je crois hélas que Sir Edward dit vrai. Pour mettre une puissante armée en campagne contre les Écossais, il en coûterait près d'1 million de livres. La couronne ne dispose pas d'une somme pareille. Alors nous sommes condamnés à rester ici sans rien faire? Eh bien, je vais convoquer le Parlement et je lui ordonnerai de me procurer de l'argent. Le Parlement? Il n'y avait pas eu de Parlement depuis 1628 et le roi en convoque un pour financer sa guerre contre les Écossais. Ça dure pas longtemps ce Parlement, court Parlement. Et puis après il en convoque un autre, alors celui-là il durera plus longtemps que lui. Longue Parlement. Bernard Cotteray, les Écossais finalement ils vont passer le Rubicon. Le Rubicon, ça s'appelle le Tweed. Oui. Et menacer la couronne française, la couronne anglaise. Et donc celle-ci va être discutée de plus en plus par le Parlement. Racontez-nous comment ça fonctionne, ce long Parlement, avec des orateurs, un petit peu comme, je ne sais pas moi, Mirabeau ou Vergniaud dans les assemblées de la Révolution française plus tard. Alors le Mirabeau des Anglais, si on peut utiliser cette formule, effectivement, c'est Pym.
John Pym, qui est un personnage, effectivement, lui aussi, qui a acquis un certain nombre d'idées au contact des puritains, et qui est extraordinairement critique non seulement de la monarchie telle qu'elle fonctionne, mais aussi de l'Église. Cette Église qui est le principal appui, quand même, de Charles Ier. Donc il va faire des discours fleuves, un peu comme le leader Massimo, je ne sais pas très bien prononcer l'espagnol. Mais vous savez très bien prononcer l'anglais, si c'est ça que vous voulez que je vous fasse dire. Beaucoup mieux que l'espagnol. Donc c'est un peu un personnage à la Castro, si je peux me permettre. Donc il fait des discours interminables. Et vous savez, quand vous faites des discours interminables, vous êtes toujours gagnant parce que vous laissez tellement vos auditeurs qu'ils n'osent plus rien dire. Mais les orateurs de la Révolution française vont beaucoup utiliser les héros de l'Antiquité. Oui. Les orateurs du Parlement britannique, anglais, plutôt utilisaient beaucoup les références bibliques. Oui, ils connaissent évidemment l'Antiquité également, mais je crois que la référence biblique prime sur tout autre, surtout dans ces milieux qui sont des milieux hyper protestants. Après l'Écosse, qui n'arrive pas à être réduite, voici que l'Irlande se soulève. L'Ulster a été planté de colonisateurs, et les Irlandais, vous les comprenez, puisque les néo-anglais les considèrent comme des indigènes, des sauvages qui parlent gaélique. Oui. Ben, ils se soulèvent en 1641 et ils liquident peut-être 10% des 100 000 Anglais qui habitent alors l'Irlande. Alors, on ne sait pas exactement le nombre de morts, on s'en doute. Il y a des chiffres qui commencent à circuler dès 1641, qui sont des chiffres évidemment assortis de récits de cruauté épouvantables des papistes envers les bons protestants. Donc il y a toute une activité de propagande qui se greffe là-dessus. Il y a eu effectivement beaucoup de morts, et ce qui a accentué le caractère terrible de ces tueries, c'était le climat, parce qu'on est au mois de novembre, et donc vous savez, en Irlande il peut faire relativement froid, surtout quand vous allez vers la partie nord évidemment de l'île, et donc il y a ces récits de colons nus, exposés à la pluie, au mauvais traitement des papistes, etc. Donc il y a une intense activité de propagande qui s'est greffée là-dessus et qui explique effectivement combien la haine de l'Irlande a pu se développer en Angleterre. Vous avez employé le mot papiste. Oui. Il est vrai que vous êtes parpaillot. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc les parpaillots répandent des histoires épouvantables sur les papistes, parce que évidemment il y a des comploteurs qui viennent du continent et qui soulèvent les Irlandais. Il faut savoir que en France, à Paris, il y a un collège des Irlandais qui forme des prêtres qui sont appelés à œuvrer clandestinement en Irlande. Tout à fait, et qui existent toujours, les lieux existent toujours. Ce sont des lieux absolument charmants, on peut aller se promener le dimanche après le repas. Et effectivement, il y a un clergé irlandais qui est formé sur le continent et qui retourne périodiquement en Irlande quand il le peut. Et qui Pourquoi il faut mieux être protestant au collège catholique des Irlandais que catholique sous la domination des Anglais protestants en 1641. Disons que c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Eh ben, en pleine crise écossaise non résolue, en pleine crise irlandaise, le Parlement va rédiger une grande remontrance au roi Charles Ier. Alors vous prenez ça par-dessous la jambe un peu dans votre livre, disant que c'est une vieille rhétorique qui est utilisée, et que c'est pas aussi moderne comme conceptualisation qu'on ne le dit aujourd'hui. Oui. Je crois que, si vous voulez, on a fait beaucoup de surenchères sur cette révolution anglaise, ce qui est à peu près normal d'ailleurs, parce que c'est un événement tellement extraordinaire qu'on ne peut que l'aimer. Moi, je l'aime, même si je suis partagé dans mes allégeances. J'aime à la fois Cromwell et le roi, vous verrez à la prochaine émission. Ça, c'est demain, Cromwell. Oui, mais si vous voulez bien, on va vous faire exprimer votre sympathie pour le roi, parce que le roi... Il avait de l'allure. Il aimait la peinture. Il aimait la peinture. D'accord. Mais vaut mieux peut-être l'avoir en peinture qu'en acte au Parlement. Voilà que l'idée lui vient de se présenter au Parlement, et il veut en plus arrêter un certain nombre de parlementaires qu'il juge rebelles. Monsieur le Président, messieurs, il faut que vous excusiez cette atteinte à vos privilèges, mais je ne vous retiendrai pas longtemps. Monsieur le Président, je prendrai la liberté d'occuper votre siège. J'ai apporté un mandat ordonnant l'arrestation de 5 membres de cette Assemblée.
John Pym, Henry Ayrton, John Hampden, Olivier Cromwell et Sir Arthur Haselrig. Mis en accusation pour trahison. Je constate que les oiseaux se sont envolés. Monsieur le Président, je veux savoir où sont ces messieurs. N'en déplaise à votre Majesté, je n'ai pas d'yeux pour voir et je n'ai pas de langue pour parler, excepté si la Chambre me permet de le faire. Commence le rôle du speaker dont on parle tant aujourd'hui. Et finit la habitude, rare d'ailleurs, pour le roi de venir aux communes, il n'y vient plus. Le discours du trône d'Élisabeth aujourd'hui, c'est aux Lords. Ça s'est passé à la Chambre des Lords et on a fait entrer les communes. Mais c'est effectivement comme ça qu'on procède et jamais un roi d'Angleterre ne s'aviserait, ou une reine évidemment, ne s'aviserait d'entrer dans la Chambre des communes. Ce serait une erreur flagrante. Alors vous parlez de drôle de guerre quand se prépare le conflit civil qui va éclater après tous ces événements. C'est un musicien de la Renaissance tardive là qu'on entend, William Byrd, qui était encore présent à l'esprit des Anglais à cette époque, la bataille. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Dans notre premier épisode de notre série de cette semaine, l'Angleterre en Révolution, nous voici en 1642 jusqu'en 1649. Deux guerres civiles vont ravager le pays. Le roi choisissant une capitale provisoire à Oxford avant d'être prisonnier des Écossais, puis à l'île de Wight, et puis essayant de se libérer et de reprendre le combat. J'aimerais que vous nous racontiez comment la vie se passait à Londres. Londres qui était tenue par les adversaires du roi. Alors, Londres, il faut bien voir ce qu'est Londres, parce que quand on prend le Londres actuel, évidemment, qui est une ville absolument gigantesque, tentaculaire, on a perdu un peu la notion de ce qu'était Londres. Londres, pour un homme du XVIIe siècle, c'était la partie que nous appelons la cité uniquement, et donc qui est centrée sur la cathédrale de Saint-Paul, et on a une deuxième cité tout à côté qui est la cité de Westminster, qui ne fait pas partie encore de Londres pour les esprits, et alors ce Londres évidemment va être soumis très rapidement à une intense activité de propagande puritaine pour la part des adversaires évidemment de Charles Ier, avec beaucoup de publications, des libelles, des pamphlets, beaucoup de publications, une activité éditoriale qu'on a du mal à imaginer maintenant. Et ce qui est prodigieux quand vous travaillez, comme je l'ai fait sur cette période, c'est de lire ces textes par milliers, qui à chaque fois expriment des points de vue très très originaux. Et on a l'impression qu'on arrive à saisir, au moment de la Révolution anglaise, la pensée de gens qui autrefois n'avaient pas accès, en fait, à l'écriture et en tout cas pas à l'imprimerie. Dans les publications populaires, on voit souvent l'illustration de tête. C'est la perruque, les moustaches, la barbe des privilégiés passés à la meule. C'est pas seulement la barbe des nobles et du roi, mais aussi bien des parlementaires, parce que les parlementaires ont levé une armée et les soldats de cette armée vont réclamer un minimum d'égalitarisme. Je vous propose de terminer sur cette époque extraordinaire par la lecture d'un texte de Walwyn dans les années 1640. Les puissants doivent être puissamment punis, car les péchés des gouvernants sont doubles et inacceptables. Voleras-tu, toi qui commandes aux autres de ne pas voler? Seras-tu oisif, toi qui commandes aux autres de travailler? Seras-tu fier, toi qui enseignes aux autres l'humilité? Mais ces riches et astucieux voleurs, qui n'opèrent pas au bord des chemins pour s'emparer des bourses, ni ne se faufilent par les fenêtres, ayant trouvé une façon plus rusée, plus impie, de voler que celle des pauvres ignorants, ils se croient en sécurité.
Puisque la loi et le bourreau leur sont asservis et que l'on n'ose pas les pendre, ils se font donc voleurs par loi du Parlement, tout en se faisant appeler gracieux seigneurs, donc n'étant pas des voleurs. Mais que ces astucieux voleurs réfléchissent qu'un beau jour, tous les écrits qui ignorent la charité seront brûlés. Baldwin s'en prend pas seulement à la cour, qui est maintenant dispersée, mais aussi bien au Parlement. Les gens de cette tendance, on les a appelés, Bernard Cotteret, les niveleurs. Les niveleurs, parce qu'ils voulaient effectivement, disait-on, aplanir toutes les conditions. Et donc, il y a une image très négative à ce moment-là, dans les milieux, effectivement, de la cour en particulier. Mais cette révolution anglaise a été d'une radicalité extrême très rapidement. Et il y a des débats, non seulement il y a des articles de journaux, il y a des articles de presse, il y a des publications nombreuses, mais il y a aussi des débats, y compris des débats au sein de l'armée. Et l'une des soviets, quoi. Des soviets, c'était la formule du regretté Olivier Luteau qui a consacré beaucoup d'études aux niveleurs. Qui parlait de soviets, et je pense qu'il n'avait pas tort. Oui. Mais il aurait aussi bien pu parler, lui qui était très attaché aux formes de la vie religieuse, d'église primitive. Le modèle, c'est pas le soviet qui n'existe pas encore, c'est les actes des apôtres, les communautés d'apôtres du début du christianisme. Bien entendu, on cite ce grand passage des actes des apôtres où on voit que les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Est-ce que c'était le cas? Moi, je n'en suis pas absolument sûr, mais disons que c'est une image qui est restée et qu'ont redécouvert toutes les radicaux de la réforme protestante en général. C'est la réforme de la réforme. Absolument, c'est la formule de Milton que vous citez. John Milton, qui a beaucoup milité à cette époque pour la liberté de la presse. Alors, cette grande rébellion, on sait comment elle va se terminer. Demain, on partira de l'exécution de Charles Ier, qui intervient le 20 janvier 1649. Louis XVI a été exécuté un 21 janvier. Mais c'est intéressant quand même de s'attarder encore une seconde sur cette révolution égalitariste qui n'a pas eu lieu. C'est la formule extraordinaire d'un des grands historiens anglais, Christopher Hill, qui en réalité s'intéressait de plus en plus avec les années, non pas à la révolution qui avait eu lieu, mais à celle qui aurait pu, et selon lui, qui aurait dû se produire, mais malheureusement, elle ne s'est jamais produite. La collection la plus connue de libelles et de pamphlets de cette époque contient quelques 20 000 numéros. Oui, absolument. 20 000 numéros sur 20 années. J'en ai dépouillé une petite partie, oui. Merci à vous, Bernard Cotteret. On vous retrouve accompagnant, vous serez habillé en deuil demain, l'exécution de Charles Ier, accompagnant aussi un personnage que vous aimez finalement, qui est Cromwell, son successeur. J'aime beaucoup les deux personnages. Qui a fondé la République anglaise, car il y a eu une République en Angleterre. Frédéric Martin, Franck Olivard ont préparé cette émission avec Frédéric Martin, Juliette Gou, Pauline Laverdure, réalisation et technique. Et chez vous, Fabrice, bonjour. Successeur des rois et la République puritaine. Quel temps fait-il ce matin, colonel? Ma foi, il fait plutôt froid, Majesté. J'ai bien fait de mettre une deuxième chemise. Car si j'avais tremblé de froid, mes ennemis auraient dit que c'était de peur. Je n'aurais certes pas voulu m'exposer à un tel reproche. Je ne crains pas la mort, Sir Thomas. Elle n'a rien de redoutable pour moi. Escorte! Halt! Je ne vous ferai pas attendre longtemps, mais je veux seulement vous dire ceci. Ainsi que Dieu m'en est témoin, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont amené ici. Et je prie que ma mort ne leur soit pas imputée à charge. Car je m'efforce jusqu'au dernier instant de maintenir la paix dans mon royaume. Je vais échanger une couronne périssable pour une autre impérissable dans l'éternité et dans la paix céleste. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Ne pleurez pas, Bernard Cotteret, bonjour. J'ai du mal à retenir mes larmes. Ainsi mourut le 20 janvier 1649. 1649, nous dit un auditeur. Prononcez correctement, Bernard Cotteret. Tout à fait. Charles Ier, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Et il est persuadé
sa mort étant superbe, très bien menée. Il a réussi sa mort. D'aller vers le salut. De même, les parlementaires qui l'ont condamné sont persuadés d'aller vers le salut. Accourez, soyez prêts, vous les saints, c'est ainsi qu'il se voit. Jéhovah est parmi vous, il tresse sur vos têtes la couronne du salut. C'est salut contre salut. Absolument. Parce que le climat religieux, c'est ce qui est le plus important au XVIIe siècle en Angleterre. Et cette idée de la grâce aussi, qui est essentielle, tant du côté de Charles Ier que du côté de ses adversaires. Et à chaque fois, ils ont le sentiment, effectivement, que Dieu s'adresse à eux et que Dieu parle au travers de leurs actes. Alors on peut lire chez Tempus, c'est en collection de poche, vos révolutions en Angleterre, où vous dites c'est aussi légitimité contre légitimité. La légitimité, le roi la tenait du droit divin, le Parlement la tient de l'élection. Enfin, l'élection... C'est pas le suffrage universel. Hein. Le Parlement la tient du peuple. Et oui, de plus en plus, vous savez, c'est un peu une fiction. Mais enfin, quand même... C'est une fiction parce que vous voulez dire que les élections ne sont pas exactement libres ou exactes dans la représentation. Les élections sont un phénomène assez secondaire à ce moment-là. C'est pas du tout notre conception de la démocratie qui prévaut à ce moment-là, et on a le sentiment qu'en réalité, le Parlement en soi représente l'ensemble du pays, avec ces trois composantes qui sont la monarchie, les Lords et les communes. Mais ce ne sont pas les élections en tant que telles qui sont déterminantes, puisque les élections n'ont lieu que faute de mieux. Les Lords vont être abolis par le nouveau régime. Comme va être aboli l'épiscopat, vous nous rappelez ce fort slogan qu'on a utilisé dans les dernières, vous le dites en anglais, moi je le dis en français, pas d'évêque, pas de roi. Donc là, on va abolir l'épiscopat. Oui, no bishop, no king. C'est ce que Jacques Ier, qui était un roi extraordinairement intelligent, avait compris. Le prédécesseur de Charles. Voilà, le père de Charles. Il va pas y avoir une république absolue. Non. Polybe. Oui, tout à fait, il faut revenir aux grands anciens. Aux grands anciens, Polybe, qu'on lisait beaucoup au XVIIe siècle, disait que quand il y avait un changement de régime, c'était juste une modification d'accent entre l'oligarchie, la monarchie et l'aristocratie. Là, il va y avoir un changement d'accentuation, mais pas une république absolue. Non, absolument. Notre idée de république est totalement étrangère à ces Anglais de la première modernité. Et elle va mettre du temps à s'imposer, y compris aux Américains au XVIIIe siècle. Mais attendez, le mot république quand même. Mais on l'utilisait pour la monarchie aussi, la res publica, c'était la monarchie. Bien entendu. Élisabeth Ier, on utilise le mot, sous les Tudors, on utilise le mot république à propos de l'Angleterre. C'est une république, c'est-à-dire qu'elle est préoccupée par le salut global du royaume, par le salut de tous. Mais république, c'est la chose publique. Ce n'est pas encore la forme républicaine au sens où nous l'entendons. D'autant que la personnalisation de la République va être d'emblée, après 1649, très forte. Cromwell avait cumulé, alors qu'en principe ça n'était pas permis, les fonctions de leader parlementaire et de chef de l'armée du Parlement, et le Parlement va lui offrir un palais où il va s'installer à Londres. Vous savez, on parlera de lui en disant Son Altesse Oliver Cromwell. Ça montre bien qu'il a quasiment un statut de roi, mais il refuse la couronne. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant, c'est qu'il refuse la couronne sans doute pour des raisons qui sont métaphysique, parce qu'il a lu sa Bible et qu'il s'est aperçu que, en réalité, la royauté était une concession faite à la faiblesse humaine et que le véritable Seigneur, c'était l'Éternel Sabaoth. Alors, dans sa maison à la campagne, il lisait beaucoup la Bible. Alors, il est issu du milieu rural, un milieu rural qui, à l'époque, connaît la possibilité de l'ascension, tout aussi bien la possibilité de la descente. De la descente, et il fait partie d'une famille très intéressante, parce que l'un de ses ancêtres, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de lien du sang direct, Thomas Cromwell avait été le principal ministre d'Henri VIII au moment de la rupture avec Rome. Donc il y a un grand attachement à la réforme protestante. Chez Fayard, un livre sans cesse réédité de Bernard Cotteret consacré à Cromwell.
Vous avez remarqué, le personnage de Cromwell a beaucoup fasciné au début du 19e siècle, parce qu'on avait l'expérience de la Révolution et des restaurations. Et puis plus tard, le personnage de Napoléon va prendre la place à partir du moment où les cendres reviennent en 1840. Mais là, on est en 1827, dans le son qu'on va entendre, qui est extrait de la pièce de Victor Hugo. Alors, on cite sans arrêt la préface de Cromwell, la pièce de Victor Hugo, beaucoup moins la pièce dans son ensemble, que vous trouvez intéressante parce que je trouve géniale. Parce que Hugo présente le mélange que représente la personnalité de Cromwell. Parce que il a perçu en romantique, effectivement, la richesse des facettes de ce personnage. Donc le grotesque et le grand, sublime, sublime. Le côté madré, marchand de chevaux, et puis le côté, si je puis dire, cavalier, si le mot est possible pour Cromwell, puisque c'est parce que ce sont des opposants qu'on appelle les cavaliers. Les cavaliers, c'était des partisans du roi. Héroïque, en tout cas. Dites-moi, c'est un leitmotiv dans toutes les émissions que nous consacrons à l'Angleterre en Révolution, il faut parler de l'Irlande. Alors Cromwell avait... Il n'a pas été très gentil avec les Irlandais. Ça, non, c'est il avait applaudi pendant la guerre civile au massacre des Irlandais, tel que l'organisait par exemple le comte d'Essex. Voilà ce qu'écrit à ce sujet Victor Hugo. L'armée du Parlement vient d'emporter d'assaut Armagh la catholique, en Irlande. Et voici la lettre évangélique du chapelain Peters sur cet événement. Aux armes d'Israël, Dieu s'est montré clément. Armagh est prise enfin, par le fer, dans les flammes. Nous avons extirpé vieillards, enfants et femmes. 2000 au moins sont morts. Le sang coule en tout lieu. Et je viens de l'église y rendre grâce à Dieu. Peter, c'est un grand saint. Faut-il de cette race épargner ceux qui restent? Et pourquoi? Point de grâce aux papistes. Soyons dans ce peuple troublé comme une torche ardente au sein d'un champ de blé. Alors, Cromwell, d'après Victor Hugo, dit ça avant d'aller lui-même en Irlande, où il mène une expédition de près d'un an, en 1649, une fois débarrassé, le plancher de Charles Ier. Suprême bourreau. Il débarque en Irlande durant l'été 1649, donc moins d'un an après la mort de Charles Ier. Et à ce moment-là, c'est le carnage, c'est épouvantable. Et en particulier, il va s'en prendre à une petite ville qui est au nord de Dublin, qu'on peut se rendre encore à l'heure actuelle, qui s'appelle, alors je crois qu'on prononce Drogheda, mais non, mais c'est... mais ne me demandez pas la prononciation celtique, parce que généralement, il y a deux prononciations, une prononciation celtique et une prononciation anglicisée. Alors, moi, je dis Drogheda, mais je suis pas sûr tout à fait. Enfin, ça s'écrit Drogheda, et tous nos auditeurs doivent comprendre. Et là, ça a été une scène de tuerie absolument épouvantable. C'est un peu l'Oradour sur Glane, si vous me permettez, de la guerre civile en Irlande. Dites-moi, à partir de Cromwell, le mouvement de transfert des terres des catholiques va être accentué. 1641, donc au début de la Révolution et de la guerre civile, 59% des terres appartenaient en Irlande aux catholiques. Oui. En 1660, après la fin de Cromwell, 22%. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette idée que les catholiques doivent perdre la terre, parce qu'on a cette idée qui, dans le fond, est illusoire, que le véritable pouvoir, c'est la propriété foncière. Ce qui veut dire que les catholiques n'étaient pas tous réduits à la misère, parce qu'il y a une espèce d'idée un peu misérabiliste qui s'attache à ça, mais les catholiques, quand on se sont retirés de la terre, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés gagner de l'argent. Et donc, il y a une bourgeoisie catholique, ce qu'on a oublié souvent en Irlande, et en particulier, ils vont se retrouver dans un domaine que les Irlandais affectionnent entre tous, encore à l'heure actuelle, les spiritueux. Et en particulier, évidemment, notre bon cognac. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de marques de cognac, comme Hennessy, par exemple, qui sont effectivement d'origine irlandaise. Enfin, vous oubliez ceux qui ont été déportés aux Antilles, peut-être se sont-ils reconvertis dans le rhum. Avec leur... oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Ils sont passés du cognac au rhum, en fait. Je sens que vous alliez dire ça. Ben oui. Mais, si on en croit un autre opéra d'avant le surgissement sur la scène lyrique de Napoléon, un opéra de l'époque de la monarchie constitutionnelle, 1835, Bellini. Les Puritains, l'opéra vient d'être encore représenté à la Bastille. Si on en croit le cœur final de cet opéra, eh bien Cromwell aurait prononcé une amnistie générale. Sauf pour les catholiques, j'imagine. Alors, c'est chanté ici par le chœur de Glenbourne.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La République puritaine dans les années 1650 en Angleterre avec Bernard Cotteret. Dites-moi, votre père, vous vous appelez Bernard comme lui, mais vous n'êtes pas comme lui, chanteur lyrique professionnel. Non, malheureusement. Il n'avait pas aimé beaucoup Cromwell et ses amis, qui ont fermé les théâtres. Oui, je pense que mon père n'avait pas de sympathie particulière pour Cromwell. À mon avis, il ne se posait pas la question, vous savez, très honnêtement. Dès qu'on sortait de la musique, je crois que ça devenait un peu obscur pour lui. Mais on écoutait de la musique chez les puritains? Alors oui, je crois que les puritains, contrairement à ce qu'on imagine, ne menaient pas une vie totalement austère. Vous savez, c'est un peu le lieu commun. Il y a le même lieu commun, je remarque, à propos des catholiques. Vous savez, les catholiques, toujours rigoristes, rigoureux, austères, détestant le plaisir. Moi, je demande à voir. Tant du côté des catholiques que du côté des puritains. Je pense que, si vous voulez, c'est une image qui a été quand même excessivement maladroite et qui a été construite en grande partie par les anti-puritains et par les anti-catholiques. Mais rien que le mot puritain, c'est une invention des anti-puritains. Qu'est-ce que c'est un puritain? Un puritain, le mot vient des catholiques. Ce sont les catholiques qui se moquent des protestants et qui disent que ce sont des puritains, c'est-à-dire ils sont obsédés par la pureté. Voilà. Et comment cela se manifeste-t-il dans la vie quotidienne, notamment le fameux dimanche où les sports et les divertissements excessifs sont interdits? Alors ça, c'est vrai. On médite par un incessant acte de conscience sur le fait, est-on digne ou pas de la grâce que Dieu nous a accordée? Oui, ça je crois que effectivement le dimanche, ça a été le cas en Angleterre jusqu'à très récemment, mais c'est complètement terminé maintenant. Mais jusqu'aux années 50, vous savez, il y avait une histoire de Fernand Reynaud, Sunday's closed, et c'est vrai que le dimanche tout était fermé parce qu'on devait théoriquement méditer la parole de Dieu et puis la méditer encore. Donc si vous voulez, il n'y avait pas de place théoriquement, encore une fois, pour les divertissements profanes. Mais tout cela, c'est bien révolu. Quel dessein Dieu a-t-il sur moi? Et puisqu'il m'a élu, prédestiné, comment dois-je me comporter? C'était la question centrale. C'est une question que je me pose personnellement très souvent, vous savez. On riait beaucoup chez les puritains? Ah, j'espère. Ils avaient de l'humour et de la distance? Complètement, oui. Ah, vous êtes sûr de ça? Ah oui, complètement. Cromwell lui-même? Oui, enfin, Cromwell riait quand il se pinçait, mais enfin, comme on dit. Donc, il était capable d'ironie sur il ironisait sur les autres. Qu'il connaissait. Il ironisait sur les autres, oui. Sur les autres. Volontiers, oui. Oui, parce que le dimanche et les autres jours, les puritains attendaient le retour du Christ, mais c'est Cromwell qui occupe le devant de la scène. Alors, on l'a laissé pourfendant les Irlandais, il a aussi battu les Écossais, il a empêché le fils de Charles Ier, le roi exécuté, de revenir pour le moment sur la scène. Il veut aussi mener une politique internationale qui soit digne de l'Angleterre. Le Parlement qui est en face de lui, il le trouve un peu... Alors, si vous voulez, Cromwell, c'est d'abord un militaire. Et vous savez, les militaires sont d'abord des hommes d'action, je vous apprendrai rien en disant ça. Et ces gens qui parlementent, qui disputent en permanence, ils finissent tous par se lasser un peu. Et ça, on a un peu ce réflexe-là du militaire face au Pékin, au pluriel, dès qu'il s'agit du Parlement. Donc Cromwell se dit, écoutez, vous m'impatientez, toujours avec vos histoires, d'autant plus les parlementaires, contrairement à ce qu'on imagine, on dit toujours, ils sont dans le beau rôle, les parlementaires, mais ils peuvent être terriblement excessifs eux aussi dans leur discours. Ils ont souvent été beaucoup moins modérés que le militaire. Vous savez, on dit que les militaires sont les pires, ça n'est pas vrai. Je veux dire. Parce que lui, il était dans l'action. Et ces parlementaires, ils se lassaient de leurs arguties. Mais ils sont élus, alors, je sais que l'élection par le peuple, ça n'a pas d'importance, c'est que seul ils sont élus l'élection par Dieu. Oui. Mais ils sont élus depuis combien de temps, ces parlementaires-là? Mettons qu'on est en 1653 maintenant. Ils sont élus depuis combien de temps? Ils sont élus depuis plus de 10 ans. Ah. C'est ce qu'on appelle le long parlement. Oui, alors ça devient lassant, la longue. Et donc, tel Jésus, chassant les marchands du temple, il faut employer le langage de Canaan, le langage de la Bible, Cromwell, le 20 avril 1653, devant les députés. Monsieur le Président, m'est-il permis de m'adresser à l'Assemblée?
Certainement, monsieur. Vous n'êtes depuis le commencement rien de plus qu'un gouvernement provisoire et non les représentants légitimes du peuple. Car ce n'est pas le peuple qui vous a élu. La Chambre a-t-elle une seule fois consulté le peuple qu'elle a pour prétention de représenter? Non, pas une seule. Et après 6 ans d'un aussi piètre gouvernement, que voit-on? Je vous le dis, messieurs, l'inamovibilité d'un Parlement est bien plus pernicieuse que l'inamovibilité d'un roi. Vous êtes des ivrognes, des intrigants, des scélérats, des proxénètes, des gens sans foi et des ambitieux sans scrupules. Vous n'êtes pas plus capable de diriger sainement les affaires de la nation que vous l'êtes de tenir un bordel. Vous êtes la lie du pays, et une lie qui n'est même pas régulièrement élue. Ce n'est pas un parlement. Je vais mettre fin à cette session. Je déclare ici que le parlement est dissous. Colonel Harrison. Oui, général. Soldats, en avant. On n'a plus d'ordre. C'est à peu près le langage exact qu'il a tenu. C'est le propos du film de Ken Hughes. Oui, c'est du cinéma quand même. Alors je suis pas sûr de toutes les formules. Je ne les reprendrai pas à mon compte. Mais l'esprit, oui, est là. Oui. Alors, il va dissoudre ce Parlement et il va en nommer un, raconter quand même cet épisode qui est assez significatif, qu'on appelle le Parlement des Saints. Alors, le Parlement des Saints, effectivement, ce sont des hommes qui ont été choisis par le Lord Protector en raison de leur vertu. Or, si vous voulez, la première qualité d'un politique, ce n'est pas nécessairement la vertu. J'espère ne pas vous choquer en disant ça. On aimerait que ce soit la vertu, mais ce qui est très important, c'est l'efficacité. Donc vous avez des hommes très vertueux, priant Dieu, craignant Dieu, comme on le dit à l'époque. Et ils prient Dieu longtemps pendant leur séance. Très longtemps, ils n'arrêtent plus. Et si vous voulez, évidemment, ils sont totalement inefficaces. Qu'est-ce que vous avez dit, Lord Protector ? Oui, le Lord Protector, c'est le titre que Cromwell s'attribue. Il devient dictateur. Et ce que je dis dans mon livre, quand même parce que j'ai une grande sympathie pour Cromwell, en dépit de ce qu'il a fait aux Irlandais, ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est un dictateur, mais que c'est un gentleman, quand même. Un gentleman dictateur. Ah oui, c'est un gentleman chapitre. Oui. Ouais. Il arrive à manier, à être les deux, à la fois dictateur et gentleman. Ce qui n'est pas le cas de tous les dictateurs, vous remarquerez. Dites-moi, il a fait écrire une constitution. Et ça, c'est un vrai sujet actuel, parce que dans le tohu-bohu que connaît le Royaume-Uni aujourd'hui, et la fragilisation consécutive des institutions, certains disent qu'il nous faudrait une constitution écrite, comme sous Cromwell. Exactement. Et les Anglais ont gardé un très mauvais souvenir des constitutions écrites, parce qu'elles ont correspondu dans leur histoire, à une phase dictatoriale. Et donc, je crois qu'ils se sont aperçus qu'un texte écrit n'était pas véritablement une garantie, et qu'on pouvait très bien avoir un régime autoritaire avec un texte écrit. Ça a été le cas de l'Union soviétique, je vous le rappelle, qui avait une constitution remarquablement libérale, et on peut pas dire que le pays était libéral de son côté. Ce texte mérite quand même encore d'être inventorié, le texte de la Constitution ? L'instrument du gouvernement, c'était son nom, rédigé sous Cromwell. Oui, mais il ne s'agit pas de le reprendre à l'heure actuelle, ce serait une catastrophe. D'abord, qui serait l'autre protecteur? Boris Johnson? Qui est un modèle de tolérance, je vous laisse deviner. Et qui a le cœur tendre. Alors vous dites, Cromwell a le cœur tendre et c'est un modèle de tolérance. Oui. Il y a un aspect très touchant chez Cromwell, c'est qu'il enferme les gens, il les met en prison quand même, ses adversaires, mais il va leur parler. Et ça, c'est très délicat, vous savez, de sa part. Et il va leur parler de Jésus quand ils sont en prison. C'est quand même assez cruel. C'est quand même assez curieux, cette révolution anglaise, parce qu'elle est à la fois très cruelle. On n'a pas parlé de l'essorillage, des langues percées, de la pilorisation, des marques au fer rouge sur le front. Ça, c'était avant la révolution. Hein, oui, c'est pas la révolution qui a inventé tout ça. Les partisans de Charles Ier l'utilisait, et puis ça continue, ces supplices continuent d'être utilisés sous Cromwell. Et en même temps, il y a de la politesse et de la douceur. Alors, Cromwell va rendre visite aux prisonniers, et Charles Ier, qui, au moment de son exécution, on l'entendait tout à l'heure, dit « Je vais pas vous prendre beaucoup de temps, laissez-moi dire 2-3 mots. » Il avait de l'humour, écoutez, c'est merveilleux. Un roi comme ça qui va à la mort et qui garde son sang-froid. Alors, les pouvoirs de Cromwell vont croissant. Voici la définition qu'en donne Olivier Lutot. Alors Olivier Lutot, à la Sorbonne, a longtemps enseigné
Je l'ai connu. La Révolution anglaise. Je l'ai connu un petit peu. Je l'ai connu. Oui. Oui, mais on va l'entendre. Nous l'avons connu. On va l'entendre dans sa prime jeunesse. Des grands moments. Olivier accepta de rétablir la seconde chambre, d'ailleurs truffée de fidèles, selon une neuve constitution, l'humble pétition et conseil. Ironique retour des choses. Mais il n'en refusa pas moins, après quelles hésitations, le titre royal. Était-ce sincérité ou précaution à l'égard d'une armée restée républicaine de tradition? Hugo de lui faire s'écrier « Un sceptre, ôtez cette marotte !» Puis chuchoter « Quand donc serais-je roi ?» En fait, il l'était, gouvernant à Whitehall, par un mélange d'apparat, de piété, d'équité, d'habileté, mettant sa famille au poste clé. Mais il devenait inutile. Bourgeoisie et aristocratie, en voie de réconciliation, n'attendaient que l'occasion de redresser un paravent royal, de rétablir une église garde-fou. Il n'avait plus qu'à mourir, ce qu'il fit. Alors, n'allons pas trop vite, professeur Luto. L'idée... Cromwell pourrait devenir roi. Oui. Moi, j'ai une explication. Il se fait proposer la couronne pour pouvoir la refuser. Oui, je crois. Je crois que vous avez raison. Et en réalité, il refuse la couronne. C'est ce que dit Victor Hugo dans sa très très belle pièce Cromwell. Il refuse la couronne dans le fond par piété. Parce que pour lui, le titre de roi n'est pas conciliable avec sa foi en l'Éternel, puisque l'Éternel seul est seigneur du peuple, et il ne saurait y avoir de roi. Et vous savez, il y a certains passages dans la Bible qui peuvent être interprétés de cette façon-là. Le roi, la royauté est une concession faite à la faiblesse du peuple. C'est ce que vous avez dans... Je vais faire un peu je vais jouer le protestant dans 1 Samuel 8. Donc regardez, regardez 1 Samuel 8 et vous verrez ce que Luto et Cromwell ont pu penser. Luto dit, il installe les membres de sa famille au pouvoir. Oui. Oui. Ça s'est pas bien passé avec son fils. Parce que il meurt en 58. Oui. Et le fils essaie de lui succéder, mais il n'a pas du tout le charisme du père. Et le grand problème du fils, c'est qu'il était normal, comme je le dis dans mon livre, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'était pas taillé pour assumer des responsabilités majeures. Et malheureusement, l'Angleterre révolutionnaire et post-révolutionnaire, c'était quand même quelque chose de très très lourd. On va réinstaller le paravent royal en 1660, c'est la Restauration. Oui, tout à fait. Et on a ce Charles II qui arrive, qui est quelqu'un d'intelligent d'ailleurs, même de très très intelligent. Mais qui évidemment n'a pas un charisme comparable. D'ailleurs, il n'en a pas besoin dans le fond. J'ai pas bien compris si Cromwell avait amnistié ses adversaires, mais Charles II va faire déterrer Cromwell. Oui, alors là, il y a des scènes qui sont des scènes assez tristes. Je salue Fabrice Rouel, écoutez là. Oui, c'est très affaire sensible ce qui va suivre. Oui, on déterre le dictateur. Vous savez, c'est un peu ce qu'on fait maintenant quand on casse les statues. Attendez, on déterre le dictateur et qu'est-ce qu'on fait du corps? On le pend. Ah, mais c'est pas suffisant. On le brûle. Non, on le décapite. On le décapite. Ah bah oui. Après l'avoir pendu. Il faut tout faire. Pendant qu'on y est, faut pas s'arrêter dans ces bons chemins. Mais ce sont des choses qui nous paraissent assez atroces, dans le fond assez puériles. Qu'est-ce que pensait Churchill, puisque vous citiez Boris Johnson, Churchill est le modèle de Boris Johnson, de Cromwell? Je pense que, vous savez, il y a une chose très intéressante, c'est que Cromwell n'a pas du tout aimé le Parlement, comme chacun sait. Il détestait les parlementaires. Et il a sa statue, à l'heure actuelle, en face du Parlement. Et à mon avis, de la part des Britanniques, c'est dire quelque chose de très profond, c'est que ils reprennent l'intégralité de leur histoire, et qu'ils assument tout cet héritage. Et donc, effectivement, je pense que Churchill assumait, y compris l'héritage qui était celui de Cromwell. Il y aura encore une glorieuse révolution en 1688 que nous évoquerons demain. Enfin, on retient que la révolution sociale n'a pas eu lieu, leçon numéro 1, et on retient que la République n'a été qu'un interrègne, leçon numéro 2. Franck Olivard, Audrey Ripouille, Pauline Laverdure, l'équipe de la Marche de l'Histoire. Et chez vous, qu'avez-vous déterré? Vous connaissez le film Une femme disparaît, le film d'Alfred Hitchcock, c'est ça. Troisième épisode, 1660-1688, de la Restauration à la Glorieuse Révolution. Au centre de l'abbaye,
En haut d'une estrade tendue de rouge, on remarquait le trône. C'était un fauteuil, avec un petit tabouret. Tous les dignitaires, quels qu'ils soient, avaient une veste rouge, ainsi d'ailleurs que le moindre violoniste. Enfin, le doyen de Westminster a fait son entrée, accompagné des prébendiers et suivi des évêques, la plupart revêtus de chapes dorées. Après eux, les nobles, tous en robe de membres du Parlement. C'était magnifique. Lorsqu'on a posé la couronne sur la tête du roi, une grande clameur s'est élevée. Le roi est alors monté sur le trône, où le cérémonial s'est poursuivi. Si l'un d'entre vous connaît une raison pour laquelle Charles Stuart ne doit pas être roi d'Angleterre, qu'il s'avance et qu'il parle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec un extrait du journal de Samuel Pepys, journal fameux d'un bourgeois de Londres qui n'était pas ordinaire. Et notre invité aujourd'hui, Edmond Dziembowski, bonjour. Bonjour. Qui vient de publier chez Perrin, Le siècle des révolutions. Donc, Pepys nous racontait la pompe, la liesse, qui entourait le retour d'exil en 1660 de Charles II, qui, comme un certain nombre des personnages que nous suivons depuis le début de cette semaine, manifestait un certain humour en disant « J'ai vraiment été idiot de ne pas rentrer plus vite ». Exactement. Oui. Comment est-il, Charles II? Charles II... Fils de Charles Ier l'exécuté. Fils de Charles Ier, mais alors on pourrait dire qu'il est presque à l'opposé de son père. C'est un pragmatique. Autant le père était rigide, autant le fils est souple, pragmatique. Il a du sang français, il faut jamais l'oublier. C'est le petit-fils de Henri IV. Il a du Henri IV à la fois dans sa vie personnelle, sa vie très 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 chargée, et également dans sa manière de gouverner. C'est un homme qui recherche le consensus, qui recherche qui cherche le plus large accord possible avec la classe politique. Ce n'est pas facile tout de même, parce que lorsqu'il arrive en Angleterre en 1660, il y a tout l'héritage, bien entendu, de la Révolution, du protectorat de Cromwell, et dans cet héritage, il y a un double défi finalement qui attend Charles II. Le premier, c'est le défi religieux. Le deuxième, c'est la question institutionnelle et notamment la place des finances royales dans cet édifice institutionnel. Alors on prend les deux points. Le défi religieux, les puritains ne sont plus un parti politique. Ils gardent une grande dévotion, une grande activité. La Restauration, c'est le moment de la publication des grands livres qui éclairent le puritanisme. Pilgrim's Progress de Bunyan, et puis Le Paradis perdu de Milton, que vous savez par cœur, j'imagine, Edmond Dziembowski. Mais c'est le retour, la Restauration, de l'épiscopat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la restauration, alors si on prend justement l'appellation restauration, bien entendu, restauration de quoi finalement? Restauration d'abord, tentative en tout cas de restauration de la situation religieuse, de l'état de fait religieux qui existait avant la Révolution. Est-ce que c'est réussi? Je dirais oui et non. L'objectif était justement de restaurer l'épiscopat, c'est fait, de restaurer également l'anglicanisme en tant que religion dominante et quasi exclusive. Là, ça a été un échec pour Charles II. Charles II aurait bien aimé, bien entendu, cette restauration de l'anglicanisme, mais Charles II voulait également, parvenir à un accord avec ceux qu'on appelait les puritains. Le problème, c'est qu'il très rapidement, il s'est retrouvé confronté à un parlement qui pourtant était composé de ses partisans, qu'on appelait le parlement cavalier. Ce parlement cavalier était plus royaliste, je dirais, que le roi dans ce domaine. C'est-à-dire que ce parlement cavalier a voté des mesures qui progressivement ont écarté, je dirais, de la sphère publique, ces anciens puritains qui sont devenus ce qu'on appelle les dissidents ou encore les non-conformistes. Et donc ça a été très largement un échec.
Le Parlement cavalier va s'effilocher, le soutien du Parlement cavalier au roi va peu à peu décliner. Ça n'avait pas si mal commencé sur le plan financier. Vous disiez que le deuxième défi, c'était le défi financier. On sait que le roi d'Angleterre a le sien propre, c'est-à-dire quelques ressources fixes. Le Parlement cavalier lui vode un subside annuel, mais enfin, quand il s'agit par exemple de dépenses exceptionnelles, de dépenses de guerre, alors nous sommes toujours dans le journal de Samuel Pepys qui se faufile toujours au premier rang. 27 juillet. À Westminster, j'ai eu la chance d'arriver au moment où la Chambre des communes se rendait à la Chambre des Lords. Je suis entré en même temps que le président et j'ai pu me tenir tout près de lui pendant qu'il faisait sa harangue au roi qui siégeait, couronne en tête, en robe d'apparat. On a voté des subventions au roi. Voici le cérémonial. Le greffier du Parlement lit le titre de l'acte, puis va à la fin où se trouve la formule « Le roi le veut ». Après les votes, le roi, assis sur le trône, a lu tout son discours sur un papier qu'il tenait sur ses genoux. Nous remercions le Parlement des subventions accordées. Nous ne les aurions certes pas demandées si nous n'en avions eu grand besoin, et cela non par prodigalité, mais parce qu'en s'étant troublés, nous nous voyons contraints d'être à la charge de l'État plus que nous ne l'aurions voulu. D'autre part, les ressources nouvelles exigées par la préparation de nos armées à une guerre que Dieu nous épargnera peut-être, ces ressources nous ont entraînés pour le bien de tous à des dépenses imprévues mais légitimées par le bien que nous voulons à notre peuple. Une adaptation du journal de Samuel Pepys pour France Culture, par Claude Mourtet. Le roi Charles II, le roi d'Angleterre, en règle générale, il voudrait bien imiter le roi de France, avoir une armée permanente, ne pas devoir quémander les impôts. Puis il aimerait bien avoir une stature internationale plus importante, et il va se mettre en tête de s'affronter avec les Provinces-Unies. Alors, la position du roi d'Angleterre est extrêmement fragile dans le domaine financier, car en effet, l'objectif de Charles II et de d'ailleurs son père, c'était de mener une politique étrangère ambitieuse. Mais lorsqu'on regarde la situation avec du recul, on s'aperçoit que depuis Élisabeth, l'Angleterre est devenue une puissance de second rang dans l'échiquier international. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le roi n'a pas les moyens financiers de mener cette politique. Notamment, il ne dispose pas d'un impôt permanent, ce que le roi de France a réussi à obtenir depuis très très longtemps. Pas d'impôt permanent, donc pas d'armée, bien entendu, permanente. Et ça signifie que, en cas de tension internationale, le roi d'Angleterre est obligé d'aller mendier littéralement devant le Parlement, des subsides qui ne lui sont accordés que pour un temps limité. Tandis que quand Louis XIV fait la guerre aux marchands de fromage, les Provinces-Unies, lui, il a les mains libres. Il a les mains libres. Il n'est pas obligé de reculer comme Charles II va devoir le faire devant le Parlement. Exactement. Alors, lorsqu'on examine la restauration sous l'angle international, ça a été une époque qui a vu s'aggraver encore ce déclin international de l'Angleterre, qui a participé à certaines guerres. Vous avez évoqué les Provinces-Unies, notamment. Charles II avait négocié un traité avec Louis XIV, le fameux traité de Douvres, qui l'engageait à intervenir aux côtés du roi de France. Ça a provoqué des tensions absolument extraordinaires au Parlement. Le Parlement cavalier finit par être dissous. Il en est élu un autre, qui est encore plus défavorable au roi. Et c'est à ce moment précis qu'éclate la crise de succession, la crise de l'exclusion. Le roi Charles II est marié avec une catholique, c'est une habitude chez les Stuarts, laquelle n'a pas d'enfant. Il a un frère, lequel est converti ostensiblement au catholicisme, le duc d'York. Ayant perdu sa première femme, il se marie tout aussi ostensiblement avec une duchesse de Modène. Il n'y a rien de plus catholique que le duché de Modène en Italie. Papisme égale France.
égale tyrannie. Les protestants de tout poil poussent les hauts cris. Oui. Alors, vous voyez dans la protestation des protestants quelque chose qui ressemble au complotisme. Il y a une personnalité qui est assez étonnante qui s'appelle Titus Oates. Titus Oates. Qui invente toutes sortes de trucs sur le complot papiste. Oui. Alors c'est Titus Oates, s'il fallait vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment le très très révélateur de cette hantise antipapiste qui s'est développée d'ailleurs depuis des années, depuis d'ailleurs le début du siècle. Mais cette hantise antipapiste devient de plus en plus marquée à mesure que les Anglais croient en effet qu'il y a une sorte de conspiration qui serait ourdie par le pape, le roi de France Louis XIV, bien entendu, et bien entendu, celui qui est vu comme l'émissaire du papisme en Angleterre, c'est-à-dire le frère du roi, Jacques, le duc d'York, le futur Jacques II. Alors Titus le Parlement Oates, vote allez-y sur Titus Oates, parce Titus que Oates, ça fait image ce personnage. C'est un personnage absolument incroyable. C'est un aventurier qui a roulé sa bosse un petit peu partout en Europe et qui revient en Angleterre au moment où l'antipapisme est déjà très très vif, et il invente littéralement un complot, donc qu'il présente devant la classe politique et qui mord tout de suite à l'hameçon, c'est-à-dire que le Parlement se réunit en 1678 et déclare qu'il y a une conspiration diabolique, ce sont ces termes, contre l'État, contre le roi, visant à établir à la fois le despotisme et le papisme. Et l'autre Parlement qui succède en 1680 vote le bill d'exclusion de la succession du duc d'York, ce que refuse absolument le roi Charles II. Parler de l'exclusion du duc d'York de la succession légitime est une trahison. Ceux qui en parlent s'inscrivent contre l'autorité légitime et sont en esprit les héritiers des rebelles qui ont plongé notre pays dans la rébellion et la guerre civile. Quelqu'un ici peut-il contempler un tel fléau sans horreur? Qu'il n'y ait aucune confusion possible. Le duc d'York est mon héritier et le restera. Son droit est établi par Dieu. Et aucun homme ne pourra changer cela. Quiconque met en doute cette vérité se fait un ennemi de Dieu, du roi et du pays. Messieurs, rentrez chez vous. Je ne vous ennuierai pas plus. Le roi tiendra bon, le duc d'York, lui, succédera en 1685, et le roi, il est appuyé par les Tories qui craignent le retour aux guerres civiles, qui tiennent aux privilèges du roi, parce que tout un équilibre tomberait si le roi tombait. Et face à eux, il y a les Whigs, qui eux sont partisans d'une théorie du contrat plutôt que d'une théorie du droit divin. C'est ça qu'on peut dire. Voilà, on a les deux théories antagonistes qui ont vraiment émergé nettement pendant la crise de l'exclusion, c'est-à-dire d'une part les Whigs qui eux défendent une théorie contractuelle selon laquelle la monarchie n'est pas de droit divin, mais fondée sur le droit naturel. Le roi et dépend de cette théorie contractuelle, tandis que les Tories, eux, sont attachés de manière farouche à cette théorie du droit divin, qui est vraiment le socle même du tourisme. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces Tories sont majoritaires dans le pays. Les Whigs font peur. Les Whigs, avec leur théorie contractuelle, rappellent, comme on l'a entendu d'ailleurs, les désordres, les guerres civiles. Voilà.
1640 et la suite. 1685, donc le roi mort. Je pense que John Bow a participé à ses obsèques, puisqu'il a été tour à tour organiste de Westminster, puis maître de chapelle à la cathédrale Saint-Paul. Ô Seigneur, nous avons péché, John Blow. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. 1685, 1688, maintenant le règne bref de Jacques II en compagnie d'Edmond Dziembowski qui publie chez Perrin Le siècle des révolutions, une synthèse autrement vaste. Allez, petit portrait de Jacques II, tempérament un peu autoritaire. Hein. Très différent de celui de son frère. Catholique, bouillant. Catholique. Quelqu'un également qui a de la suite dans les idées, c'est-à-dire que pour lui, son objectif, c'est non pas comme parfois on l'a dit, de rétablir le catholicisme comme religion d'État, mais son but, c'est de parvenir à l'égalité des droits entre catholiques et protestants et anglicans. Alors ça, c'est difficilement concevable. Combien y a-t-il de catholiques dans le royaume d'Angleterre et dans le royaume d'Écosse ? Environ entre 1 à 2% de la population. Ah, oui. C'est-à-dire quelques dizaines de milliers de catholiques pour une population d'environ 2,5 millions d'habitants. Autant vous dire que c'est un grain de sable dans cette Angleterre. 1687, ils en appellent à la liberté de conscience, disant quand même que son souhait, il ose l'écrire, c'est que les sujets de ces royaumes redeviennent membres de l'Église catholique. Alors, il va déguiser son intention derrière une défense de la tolérance, mieux encore de la liberté de conscience. Notez que ce que Jacques II écrit se passe 2 ans après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, son ami. Là, les protestants ont senti ce qu'était la liberté de conscience pour les catholiques. Le roi Jacques s'efforçait d'obtenir du Parlement, des évêques et des partis politiques la liberté de conscience pour tous les habitants des 3 royaumes, y compris les dissidents et les catholiques. Le roi prétendait simplement user de son droit de grâce en dispensant certaines communautés de ces 3 royaumes des amendes et des exclusions jusqu'ici promulguées contre elles. Le Parlement, et surtout les communes, estimèrent, au cours de débats d'une violence inouïe, que le roi excédait son pouvoir et violait les droits du peuple en usant d'indulgence et en prononçant des dispenses. Parce que vous nous avez expliqué que les Tories et l'Église d'Angleterre étaient les alliés naturels de la monarchie, et là, ils les abandonnent en rase campagne en essayant de constituer une alliance entre les puritains, les non-conformistes et les catholiques, 2 minorités. C'est le gros mystère du règne de Jacques II. Cet homme s'est enferré dans une logique qui était littéralement suicidaire. C'est-à-dire qu'il a préféré soutenir les dissidents, c'est-à-dire les anciens puritains, plutôt que de s'appuyer sur ses fidèles sujets Tories, qui eux étaient farouchement anglicans. Le problème était là, c'est que ces Tories respectent l'autorité royale. Pour eux, c'est leur raison d'être politique, mais en même temps, ces mêmes Tories sont très très attachés à l'anglicanisme. Et pour eux, Jacques II, malgré le fait qu'il soit roi et que donc il détient son pouvoir de Dieu,
malgré ce fait, Sétoris commence à être déçu de l'attitude du roi et à partir de 1687 et le début de l'année 88, ils entrent on pourrait dire en résistance. D'autant que Jacques II n'avait pas d'enfant de la duchesse très catholique de Modène, et puis voici que s'annonce un heureux événement. Et voilà. Et un garçon. Bon, ça, c'est un complot. Il est, alors, soi-disant, alors, tout de suite, c'est ce que on entend dire. Ce n'est pas son fils, bien entendu. On a mis un bébé dans le lit de la reine. On aurait mis un bébé dans le lit de la reine. Et, bien entendu, une grande partie de la population anglaise y croit. Et même mieux, à l'étranger, celui qui regarde ça avec beaucoup d'intérêt, qui s'appelle Guillaume d'Orange, qui est le gendre de Jacques II, il a épousé la princesse Marie. Parce que Jacques II a eu 2 filles, l'aînée d'entre elles c'est Marie, et elle pourrait être une solution de substitution. Exactement. Si j'ose employer encore le mot substitution. Voilà, exactement. Et le prince d'Orange, c'est le statutaire, c'est un beau titre, enfin le chef militaire des Provinces-Unies. Donc il a une flotte et des bons hommes. Il a une flotte et des bons hommes, il a aussi beaucoup d'ambition et également, n'oublions pas que Guillaume d'Orange est l'ennemi personnel, vraiment l'ennemi acharné de Louis XIV, à une époque où des nuages, sont en train de s'amonceler sur l'Europe. Attendez, Louis XIV, il aurait dû soutenir Jacques II. Oui, il aurait dû soutenir Jacques II, mais le problème, c'est que Louis XIV a été totalement abasourdi par la conduite de Jacques II, qui n'a pas demandé l'aide de la France. Et Louis XIV, au même moment, prépare une intervention en Allemagne. Et donc, il préfère intervenir en Allemagne que soutenir Jacques II. Exactement. Et vous dites, c'est un des moments les plus importants du règne de Louis XIV. Et c'est là qu'intervient, miracle, le vent protestant. Parce que Jacques II a une armée de métier, parce qu'il a réussi à constituer une armée. Il a une flotte dans ses ports de la Tamise. Le prince d'Orange monte vers l'Angleterre. Et le vent protestant fait la décision. Qu'est-ce que c'est le vent protestant? Alors le vent protestant, c'est une expression qui remonte à l'époque d'Élisabeth déjà, lorsque la flotte, l'invincible armada de Philippe II a été en partie détruite par la tempête. Immédiatement, la propagande d'Élisabeth Ier a développé ce thème du vent protestant. Et en 1688, on reprend littéralement cette expression, et d'ailleurs, mieux encore, on fait débarquer Guillaume d'Orange un 5 novembre. Et le 5 novembre, c'est le jour où a été démantelée la conspiration papiste des poudres au début du XVIIe siècle. Il s'agit véritablement de présenter l'intervention de Guillaume comme providentielle. C'est-à-dire que le vent protestant pousse les voiles de la flotte de Guillaume et retient dans les ports de la Tamise les bateaux de Jacques II, qui ne fait pas beaucoup intervenir son armée. Il faut lui reconnaître le mérite de ne pas avoir provoqué trop de morts et qui se retrouve prisonnier de Guillaume d'Orange. Analyse spectrale de l'Occident, une émission très catholique de France Culture naguère. Qu'allez dire aux ministres étrangers, aux lords et aux gentlemen qui sont dans Whitehall que le prince d'Orange s'est emparé de ma personne et me fait conduire sous bonne garde à Rochester pour y être détenu jusqu'à nouvel avis. Nous n'en ferons rien. Il ne faut pas aigrir une circonstance déjà fâcheuse en soi. Le prince d'Orange nous a remis un passeport. Un passeport? Pour moi? Quelle sottise. Non, sire. Pour la reine. Et pour l'enfant qui accompagne la reine. La reine et le prince de Galles, mon fils, sont en sûreté. Monsieur de Lauzun les a conduits en France. L'injustice et le désordre apportent la mort. Nous pensons que la volonté du pays crée le droit de ce pays. Nous le pensons unanimement. Une décision contraire à la morale est nulle. Les enfants qui dépouillent leur père ne peuvent bâtir une maison sainte. Nos consciences sont déchirées, sire. Mais nous obéissons à la puissance des choses. Oh, hypocrisie. Ceci n'est pas supportable. Vous n'avez rien qui puisse se déchirer. Vous n'avez pas de conscience. Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous n'avez de religion que le culte du veau d'or et de la puissance. Vous cherchez un mannequin couronné derrière lequel vous puissiez vous enrichir sans scrupule et, trompant le peuple, lui montrer un fantôme de roi qui fera peur aux pauvres gens, tandis que vous gouvernerez derrière ce simulacre.
Guillaume d'Orange et Marie, sa femme, vont en effet monter sur le trône et ils ont l'habileté de ne pas faire de procès à Jacques II. Il y a déjà eu un roi martyr au XVIIe, ça suffit. Jacques II s'en va rejoindre sa femme et son fils qui ont été exfiltrés par Louis XIV au château de Saint-Germain-en-Laye. La volonté du pays crée le droit du pays. Nous obéissons à la puissance des choses, disent ceux qui déclinent le soutien de Jacques II. C'est la théorie du contrat qui va l'emporter là sur la théorie du droit divin? La théorie du contrat l'emporte avec ce texte de loi fondamental qui s'appelle la Déclaration des droits, qui est voté par le Parlement en février 1689. C'est vraiment l'acte 1 de la Révolution, on pourrait dire. C'est-à-dire que là, on a désormais les droits du Parlement qui sont établis noir sur blanc. La monarchie est limitée, notamment dans sa marge de manœuvre financière, sa marge de manœuvre militaire, et on voit apparaître progressivement ce qui sera le modèle anglais du XVIIIe siècle qui séduira autant des écrivains comme Voltaire ou Montesquieu. Et qui sera issu en partie de John Locke, qui a joué un rôle souterrain dans toute cette période. C'est pas une constitution, c'est un contrat implicite pour l'établissement de la paix civile à venir. Et d'abord, avant un texte fondateur, une récapitulation des défauts des monarchies successives. Juste un mot, parce que c'est un propos important dans votre siècle des révolutions, Edmond Dziembowski, chez Perrin, 1689 en Angleterre, 1789 en France. 1789 a été une révolution restauratrice, d'intention restauratrice. Elle a tenté de mettre fin aux dérives qui étaient celles de la monarchie, tandis que 100 ans plus tard, nous avons affaire à une révolution désormais fondatrice d'un ordre nouveau. C'est-à-dire que d'un côté, la Révolution anglaise réaccentue ce qui existait déjà, mais des accentuations différentes. La Révolution française va plonger dans un temps nouveau. Dans un temps nouveau. Et c'est ce qu'a bien vu notamment Burke, qui a John comparé. Burke, Réflexion sur la Révolution, ça apparaît aussitôt après le début de la Révolution française. En 1790, oui, c'est ça. C'est pour ça que Margaret Thatcher, au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1789, a rappelé que l'Angleterre a quelques droits antécédents sur le mot révolution. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même révolution. C'est une glorieuse révolution sans mort, mais vous conviendrez que l'histoire de la liberté peut s'écrire en plusieurs langues, en anglais et en français. L'émission a été préparée par Franck Olivard et Ninka Negulesco, Frédéric Martin à la réalisation, Étienne Bertin, Pierre-Yves de Rollin à la technique, et dans un instant, Fabrice Drouel. Bonjour. Bonjour Jean Lebrun. 1957, quand 9 lycéens noirs entrent et suivent des cours dans un lycée réservé aux Blancs, dans l'Arkansas. La population ségrégationniste est ivre de colère, et Eisenhower soutient ces lycéens noirs, qui peuvent, justement, suivre leurs cours pendant un an. Little Rock, dans un instant, dans Affaires sensibles. Royaume désuni. Couronnée en 1952 reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Élisabeth II compte parmi ses ancêtres des rois et des reines d'Angleterre et d'Écosse. Nul doute que perdre un joyau de sa couronne ne la laisse pas indifférente. Selon la presse britannique, dimanche dernier, à Balmoral, elle aurait dit « J'espère que les gens vont bien réfléchir pour l'avenir ». La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie de Bernard Cotterêts qui nous revient à la demande générale. Bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Bernard Cotterêts qui a publié récemment chez Talandier un livre sur les reines qui ont fait l'Angleterre. Leçon d'Élisabeth II qu'on vient d'entendre, 2014, au moment d'un référendum sur l'indépendance écossaise, qu'avait permis le Premier ministre d'alors, Cameron. Et Cameron, dans ses mémoires, a révélé qu'il avait recommandé à la reine de faire une déclaration. Oui, il n'aurait jamais dû le dire, parce que ce qui se passe entre la reine et le Premier ministre est évidemment confidentiel, voire secret. C'est pas la seule erreur de Cameron. Oh, il en a fait beaucoup.
Dont le vote sur le Brexit. Dont le vote sur le Brexit, le référendum sur le Brexit, qu'il avait déjà annoncé quand il acceptait l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Mais on reviendra sur l'Écosse dans un instant. 1988, c'est le tricentenaire de la glorieuse révolution de 1688 qu'on évoquait hier dans cette émission. Qu'est-ce que disait la première ministre d'alors ? Madame Thatcher, à propos de cet anniversaire. Écoutez, cet anniversaire n'a pas été un anniversaire très très joyeux, contrairement à ce que l'on pouvait présager, parce que effectivement, cet épisode, quand même assez dramatique, il faut bien le dire, pour les Irlandais, n'est pas commémoré de gaieté de cœur dans un Royaume-Uni qui voulait faire bonne figure. Alors attendez, il va falloir que vous nous racontiez en détail ce qui s'est passé en Irlande après la glorieuse entre guillemets, révolution. C'était la glorieuse défaite de certains Irlandais. Certes, a dit Madame Thatcher, les Irlandais ne pouvaient pas se réjouir comme les autres. Alors, singulier aveu. L'Irlande est catholique, elle a pu s'intéresser au sort de Jacques II, qui est battu en Angleterre, qui se voit contraint à l'exil, et qui, l'année d'après la Révolution, en 1689, débarque en Irlande, avec des conseillers militaires François fournis par Louis XIV, et qui reste un an en Irlande au moins. Oui, et ça s'est assez mal passé. Jacques II, qui essayait de reconquérir maladroitement son royaume d'Angleterre en s'appuyant sur l'Irlande, recevait de la part de ses conseillers français des avis qu'il s'est empressé de ne pas suivre. Et en particulier, l'un des généraux qui était là, qui donc était à la tête des troupes françaises, lui a dit, écoutez, sire, c'est facile, on fonce dans le tas et on les tue tous. Et Jacques II lui a dit, ne faites pas ça, misérable, je n'aurai plus de sujet. Donc, Jacques II ne voulait pas reconquérir ses royaumes au prix du sang versé de l'ensemble de ses sujets. Mais vous avez réédité chez Folio un volume d'archives, de textes commentés et présentés par vos soins sur la glorieuse Révolution. Et il me semble été écrit à la demande de Pierre Nora, effectivement, pour l'anniversaire. Comme quoi, il n'était pas complètement raté, cet anniversaire. Il y a eu un livre de Cotterêts. Ouais, voilà. Mais quelque part, ça rachète l'ensemble. Quelque part, vous y dites dans ce livre, si Jacques II avait utilisé des moyens expéditifs, il aurait peut-être pu s'accrocher comme une bernique à l'Irlande. Je crois. Je pense que Jacques II, j'ai une certaine considération pour Jacques II, c'est un roi battu. On n'aime pas les vaincus, vous le savez très bien, mais je crois qu'il avait quand même des convictions assez fortes. C'était un catholique dont je respecte tout à fait les engagements, même si évidemment ils étaient désespérés. Comment être le roi catholique d'un espace aussi protestant ? Guillaume d'Orange, le roi qui est monté avec sa femme Marie sur le trône après la Révolution de 1688, se décide à son tour à débarquer en Irlande. En 1690, vous suivez toujours, et là c'est comme une gigantesque ordalie. Tout à fait. Tout à fait, ces protestants qui débarquent. Alors, chez eux, il y avait évidemment des Anglais, il y avait aussi des Néerlandais, puisque Guillaume d'Orange était néerlandais comme chacun sait, et puis il y avait aussi des Huguenots avec lui. Et tout ce beau monde était convaincu que le Dieu des batailles était de leur côté. On peut s'arrêter un instant sur la participation des Français, sur la participation des Néerlandais. C'est une constante, on le constate encore aujourd'hui. Quand il s'agit de l'Irlande, il s'agit de l'Europe. Absolument, c'est une chose qu'on retrouve, y compris dans les négociations à propos du Brexit. Les Irlandais sont un petit peu, même si c'est plus éloigné de l'Europe géographiquement, eh bien les Irlandais sont un petit peu le regard que l'Europe porte sur la Grande-Bretagne à l'heure actuelle. Et les Anglais craignent toujours que l'Irlande serve de base arrière pour leurs adversaires qui les contourneraient et les attaqueraient ainsi. Ils ont peur de la traîtrise proverbiale de leurs amis irlandais. Et vous avez remarqué Et les papistes sont toujours des traîtres potentiels. Vous avez remarqué que le Premier ministre irlandais, il y a un beau titre pour le Premier ministre irlandais. Taoiseach. Il a rencontré Boris Johnson et il s'est bien gardé de ne pas raconter tout de suite après aux Européens ce qu'il avait dit à Johnson, parce qu'il ne peut pas y avoir de négociation bilatérale. Exactement, et donc il joue la carte européenne, il la joue, je crois, jusqu'au bout. Revenons au malheureux Jacques II. Il est battu à la bonne. Il a été aussi mis en échec devant le siège d'une citadelle protestante d'Ulster, Londonderry, et ces échecs sont l'objet de cérémonies annuelles organisées par les orangistes
Le mot orangiste, ça vient du souvenir de Guillaume d'Orange. Ce sont les unionistes d'aujourd'hui qui vont peut-être faire défaut à Boris Johnson samedi qui vient. Le 280e anniversaire de l'échec du siège de Londonderry par les troupes du roi catholique Jacques II Stuart a mis le feu aux poudres. Le défilé des protestants a été en effet considéré par les catholiques comme une provocation. Après les cris hostiles, ce furent les insultes, puis les jets de pierre et l'émeute. Sur les barricades, Bernadette Devlin, 21 ans et seule députée catholique d'Irlande du Nord au Parlement de Londres, appelait la minorité catholique à lutter pour l'égalité de ses droits et dénonçait l'attitude de la police favorable aux protestants qui représentent la majorité dans l'Ulster. À Belfast, comme à Londonderry et dans les autres grandes villes, les quartiers populaires ont été le théâtre de furieux combats de rue qui ont fait 8 morts et plus de 300 blessés. Utilisant des cocktails Molotov, les leaders du mouvement de la colère se sont opposés nuit et jour aux forces de police et aux extrémistes protestants qui entendent préserver leurs avantages sociaux en maintenant les catholiques dans leur triste situation. Alors qu'à Londonderry, le drapeau irlandais flottait sur les toits, à Dublin, capitale de l'Irlande du Sud, des manifestants arrachaient et brûlaient le drapeau anglais en réclamant la réunification de l'île. 1969 et commence une guerre civile qui va durer jusqu'aux accords du Vendredi Saint de 1998. Tout à fait. On craint beaucoup le retour de la violence en Ulster. C'est une des raisons pour lesquelles Boris Johnson n'a pas gardé exactement les mêmes positions qu'il préconisait quand il était arrivé au 10 Downing Street. C'est une véritable obsession. Cette partition d'Irlande qui remonte, rappelons-le, aux années 1920 et qui effectivement reste inacceptable pour une partie de la population, y compris de la population d'Irlande du Nord, qui est catholique par ses origines, catholique par ses attaches, et irlandaise par ses choix multiples. Et donc, effectivement, on a quand même un pays qui est un pays coupé en deux, et évidemment, c'est une situation qui apparaît comme une anomalie. Vous avez une barrière, vous aviez, avant l'entrée de l'ensemble dans le Royaume-Uni, une barrière à l'intérieur d'un pays qui apparaissait comme bien artificielle, et le problème à l'heure actuelle, c'est de savoir si on va rétablir cette barrière, ce qu'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir à nouveau une frontière physique entre les deux parties d'un même pays, l'Irlande. Alors l'accord auquel on a semblé parvenir ce jour évitait de reconstituer la frontière physique entre l'Ulster et l'Irlande du Sud, la République d'Irlande, les contrôles douaniers devant se faire ailleurs, dans un lieu extérieur. La glorieuse révolution n'aurait pas provoqué de mort. Si. Oui, alors écoutez, je crois qu'il y a des comptabilités un peu truquées parce que les Irlandais qui ont été tués à la bataille de la Boyne sont pas vraiment considérés comme des êtres humains dans le fond. Ah bah je crois que c'est un peu ce que ça veut dire. Oui. La glorieuse révolution, il y a eu aussi la glorieuse défaite, si j'ose dire, des Irlandais. Il faut pas l'oublier. 1 an après la bataille de la Boyne, c'est très tôt après la gloire évidemment de la révolution en Angleterre. J'aimerais bien qu'on aille maintenant vers l'Écosse où il y a seulement 1 million d'habitants à là-bas. À l'époque, bien sûr. C'est pas une raison pour les massacrer. Ce massacre que nous allons évoquer, qui a été retenu par la littérature, qui fait image, un livre de Walter Scott, des ballades, on va entendre l'une d'entre elles, des cérémonies, alors là, des cérémonies du côté des nationalistes écossais, tout au long des décennies. Ce massacre, il a eu lieu en 1692. C'est pas un massacre volontaire que les chefs orangistes avaient demandé à leurs troupes d'acquitter. C'est plutôt peut-être les conséquences d'une rivalité entre les clans écossais des Highlands. Alors nous sommes donc en 1692, je l'ai dit, à Glencoe. Les soldats orangistes avaient reçu l'hospitalité des Écossais. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont tué 40 hommes, ils ont incendié les maisons, et 40 femmes et enfants sont ensuite morts de froid faute de domicile. They came from Fort William with murder in mind. The Campbell had orders King William had signed.
it's underlined, and leave none alive called MacDonald. Oh, cruel is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave O'Donnell, and cruel was the foe that raped Glencoe and murdered the house of MacDonald. They came in the night when the men were asleep, this band of Argyles, through snow soft and deep, like murdering foxes among helpless sheep. They slaughtered the house of MacDonald. Oh, cruel is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave O'Donnell, and cruel was the foe that raped Glencoe and murdered the house of MacDonald. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. L'Écosse, au lendemain de la glorieuse Révolution, avec Bernard Cotterêts. Ce massacre-là, c'est une affaire entre Campbell et MacDonald. Hein. Ce sont les pauvres MacDonalds qui ont été assassinés par les Campbells. Tout est affaire de clan dans l'Écosse au lendemain de la glorieuse Révolution? Avant, pendant et après, si j'ose dire. Vous savez, ces sociétés claniques ont des aspects très chaleureux et très sympathiques, mais ça peut être redoutable. Alors, il y a une blague qui fait référence à la localisation des clans dans les Highlands. Et alors donc, je la connais pas. Dieu crée un Highlander, pardonnez la prononciation, à partir d'un crottin de cheval. Et qu'est-ce que tu vas faire, lui demande Dieu. Eh bien, je vais aller acheter une vache dans les Lowlands, parce qu'il y a une grande différence entre les terres basses et la montagne en Écosse. On parle même pas nécessairement la même langue du nord au sud. Il y a du gaélique au nord. Oui, absolument. Alors dans les Highlands, vous avez effectivement ces Écossais très celtes, ils sont restés très celtiques dans leur culture et dans leur langue, et qui parlent gaélique. Alors que dans les Lowlands, on parle ce qu'on appelle le Scots, qui est une langue indéfinissable, qui incompréhensible pour le commun des mortels, mais qui ressemble quand même vaguement à de l'anglais et qui doit avoir des origines saxonnes. J'aimerais bien que vous ne regardiez pas de surplomb les Lowlands, quand même, Bernard Cotterêts. Pas du tout. Une histoire qui mal y pense. Les Écossais, s'ils ont à se plaindre des Anglais, ils ont toujours un recours à utiliser. C'est les Stuarts. Parce que la dynastie des Stuarts, qui règne à Londres, elle vient d'Écosse. Et Jacques II a eu un fils, et puis son fils a eu un fils, qui est le prétendant. Et alors, ce prétendant, en 1745... Oui, c'est le merveilleux Bonnie Prince Charlie. Qu'est-ce qu'il fait? Comme on l'appelle. Eh ben, il débarque. Il débarque. En Écosse. Avec l'aide des Français? Oui, bien entendu. Il y a toujours quelques Français par là, mais en réalité, il est de plus en plus isolé parce que sur le continent, Louis XV l'a laissé sauvagement tomber. Et donc, c'est un homme courageux, jeune, plein un esprit d'entreprise très fort, franc-maçon, accessoirement, catholique, franc-maçon, il est beaucoup de choses. Il plaît beaucoup à l'Europe éclairée parce qu'il est un prince héroïque et on reproche à Louis XV, évidemment, lui, d'être tranquillement dans son palais avec ses maîtresses, alors que lui, évidemment, il renoue avec la grande tradition des princes guerriers, des chevaliers. Il est une espèce de preux-chevalier. Alors après son débarquement en Écosse, commence une immense chevauchée qui le mène très loin jusqu'à ce que... Le jeune prince royal Charles Stuart débarqua sur nos côtes dans une tentative audacieuse pour reconquérir le trône de ses pères, ici en Écosse, puis en Angleterre. Trône occupé par un autre roi choisi par les Anglais. Après une merveilleuse campagne qui amena le prince et sa petite armée de Highlanders jusqu'aux portes de Londres, ils durent battre en retraite devant des forces supérieures jusqu'aux frontières d'Écosse, et ils furent finalement vaincus à la bataille de Culloden. Cette maudite bataille. La pluie n'arrêtait pas de tomber. Nous étions trempés jusqu'à la moelle, à moitié morts de fatigue d'avoir marché d'Inverness à Nairn.
On surprendra les Anglais au lit, avait dit le prince Charles, mais les habits rouges étaient malheureusement levés. Et le gentil prince se troubla. Et pour notre malheur, nous déploya sur cette maudite lande. On aura reconnu notamment une vieille production de feu, l'ORTF Abderricquer, le maître de Ballantrée. 1746, c'est la fin des espoirs des Stuarts. Oui, pratiquement. Les Stuarts ont été définitivement vaincus. Charles-Édouard lui-même va sombrer, hélas, dans l'alcoolisme, ce qui arrive à des gens très bien. Il a quand même... mais il s'est quand même déguisé en pêcheur, oui. en berger. Il a été hébergé dans les chaumières, alors que les dragons de Guillaume oui. Il était très beau, vous savez, il était très beau. Et personne ne l'a livré. Non, il a été effectivement soutenu quand même jusqu'au bout. Il avait un certain nombre de partisans et je crois qu'il continue à vivre dans la légende jusqu'à l'heure actuelle. Alors Diderot voyait dans le fait que personne ne l'avait livré une illustration de la bonté naturelle de l'homme, mais vous dites qu'il est devenu alcoolique. Oui, pas Diderot, mais le prince. Le prince Stuart. Il y avait une autre Stuart, disons qu'elle avait un tempérament d'homme, qui mérite d'être D'ailleurs, elle aimait signalée. les dames. Elle aimait les dames. On en a beaucoup parlé dans le film qui a été fait à son sujet. Vous parlez de la reine Anne. Oui, tout à fait. Là, on est remonté un peu en arrière. C'est elle qui a succédé à Marie et à Guillaume. C'est une fille de Jacques II. C'est donc une reine Stuart. Elle aime les femmes, d'accord. Mais elle aime l'Écosse de très près jusqu'à aspirer jusque vers son trône. L'Écosse, c'est elle qui fonde le Royaume-Uni. Le mot Royaume-Uni, ça date de 1707. C'est elle qui fonde le Royaume-Uni en 1707, effectivement. Et donc ce royaume qui est fait de l'association de l'Angleterre et de l'Écosse, et ce qui donne, tout à l'heure il y a une erreur dans une bande son que vous avez et que nous avons écouté ensemble, on parlait du drapeau anglais, il n'y a pas de drapeau anglais, c'est le drapeau britannique, c'est-à-dire c'est le drapeau du Royaume-Uni. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans la bande son, comme vous dites, que nous allons vous faire entendre. En tout cas, on ne pourra accuser personne, puisque le conférencier qui lit dans l'heure de culture française, eh bien, nous avons été incapables de l'identifier. Le 1er mai 1707, l'Écosse, rattachée à l'Angleterre, formait avec elle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Il avait fallu beaucoup de temps pour que ces deux nations voisines, l'Écosse occupant le nord et l'Angleterre le sud du Nil, n'en fissent plus qu'une seule. Dès son avènement, la reine Anne médita d'achever l'union de l'Angleterre et de l'Écosse en fondant en un seul leurs parlements respectifs. Le plus difficile est de faire approuver cet accord par les deux chambres. Les Anglais affirmaient bien que l'union complète assurerait la force et la prospérité des deux pays. Ils ajoutaient, pour séduire les Écossais, que les impôts payés par les Écossais ne s'élèveraient pas au 7e de ceux qui frapperaient l'Angleterre. Mais les Écossais, jaloux de leur indépendance, n'étaient pas convaincus. L'un d'eux, Lord Belhaven, fit un discours retentissant, dans une vision prophétique. Il voyait les calamités fondre sur l'Écosse, le peuple décimé par la famine. À quoi Lord Marchmont répliqua qu'il avait été, lui aussi, épouvanté par cette horrible vision. Mais, ajoutait-il en souriant, je m'éveillai et je m'aperçus que ce n'était qu'un rêve. Alors, Royaume-Uni, rêve ou cauchemar. Les deux chambres dont il est question ici, Bernard Cotterêts, c'est le Parlement de Londres, la reine en son Parlement, et le Parlement d'Édimbourg, la reine en son Parlement. Le Parlement d'Édimbourg se sera donc réuni pour la dernière fois, apparemment, en 1706, et l'union est actée. Alors, avantage et inconvénient, rêve ou cauchemar?
pour l'Écosse. Alors, l'avantage de l'Union, va évidemment profiter à une partie des Écossais. On parlait des Lowlands, ces Écossais qui, par leur langue et par leur culture, sont quand même très proches, évidemment, de leurs voisins du Sud, parce que Édimbourg est quand même, à l'époque, une grande place financière et de plus en plus une place intellectuelle. Je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là qui est considérable au XVIIIe siècle. Donc, les Écossais vont profiter, évidemment, de l'expansion impériale, et ça n'est pas tout à fait un hasard si dans l'armée des Indes, comme on l'imagine, vous avez toujours beaucoup d'officiers et de troupes même qui sont originaires d'Écosse. C'est un petit peu comme les Corses chez nous, si vous me permettez cette rapide comparaison, qui ont été aussi dans la conquête coloniale. Je ne veux pas mécontenter nos amis corses, mais... c'est un compliment que je leur décerne. Les Corses peuvent difficilement dire qu'ils sont colonisés parce qu'ils ont été colonisateurs. Les Écossais peuvent difficilement dire qu'ils sont colonisés parce qu'ils ont été colonisateurs. Tout à fait. Et le Royaume-Uni, ça a ouvert les ports, le commerce. Ça a ouvert le port, ça a ouvert le commerce, et je pense que, alors, on peut pas réécrire l'histoire, mais je pense, si vous voulez, personnellement, je suis plutôt un défenseur du Royaume-Uni que de l'indépendance écossaise. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oh vous aurez l'occasion de le redire dans les minutes qui restent, Bernard Cotteret. Les Lumières écossaises, c'est la conséquence de l'unification, en grande partie? Parce qu'il y a eu des Lumières écossaises au XVIIIe siècle. Extraordinaire. Regardez, Adam Smith, qui est quand même le plus grand économiste du XVIIIe siècle, est un Écossais. Regardez David Hume, qui est quand même l'un des plus grands historiens et philosophes du XVIIIe siècle, encore un Écossais. Et la liste est longue. Et je crois que, si vous voulez, l'Écosse, effectivement, a vraiment tiré... Alors, il y a des Écossais qui vont vous dire le contraire, ça je les laisse, c'est leur problème, mais a vraiment tiré son épingle du jeu, en tout cas au XVIIIe siècle. Oui, mais à la fin du XXe siècle, si on vient maintenant à l'époque contemporaine, pourquoi les Écossais ont-ils demandé à retrouver leur singularité et leurs institutions? Écoutez, je crois que ça c'est un vieux rêve qui est ancré dans beaucoup de peuples encore à l'heure actuelle en Europe. Regardez avec la Catalogne, les Catalans qui rêvent aussi d'une Catalogne indépendante, les Basques, qui s'y mettent très rapidement aussi. Quelques Corses, on va pas les citer tous. Je pense que les Bretons, je crois qu'on en parle moins maintenant, mais il y a effectivement, je pense, des velléités d'indépendance un petit peu partout en Europe. Et personnellement, je suis... Ça, vous l'avez déjà dit. Oui. Je n'allais pas le redire. Vous aurez une occasion ou deux avant la fin de l'émission. Je suis favorable, effectivement, à l'intégration dans les différents États-nations. 1999, le Parlement d'Édimbourg est rétabli et la reine Elisabeth II l'ouvre. Et alors, elle est impayable, la reine, parce qu'elle dit que merveilleuse. La couronne qui est là devant elle, elle existe depuis 1294, c'est la couronne d'Écosse. Oui. Et puis que la dernière session a eu lieu en 1706, mais que la procession de réouverture en 1999 ressemble exactement à la procession de 1706. Oui, on est dans la continuité, on est dans la tradition, et je crois que c'est ce qui évidemment cimente l'unité de ce Royaume-Uni. Vous savez que la reine tous les ans va effectivement en Écosse, dans son château, passer l'été. Mais alors maintenant vous allez pouvoir exprimer vos positions plus clairement. C'est redoutable ce que vous me demandez là. En 2014, un premier référendum sur l'indépendance de l'Écosse a lieu, qui est perdu de justesse par les indépendantistes. Qu'est-ce qui a permis ce référendum? Qui l'a permis d'ailleurs? Je pense que c'est une erreur de David Cameron, qui a pensé que ce serait une victoire simple et qu'il a effectivement remporté. Et après, il a transposé ça au niveau européen, en disant maintenant on va faire un autre référendum. Maintenant, je vais gagner un deuxième référendum, celui sur l'Europe. Et malheureusement, pour lui et pour nous tous, il a perdu. Ah, là, on sent de nouveau une prise de position de la part de Bernard Cotteret. Ah oui. Les Écossais ont voté contre le Brexit. Au fond, le nationalisme écossais dont vous dites du mal, c'est un nationalisme beaucoup plus ouvert que celui de Boris Johnson, qui est replié sur les intérêts de l'Angleterre. Non, Boris Johnson défend véritablement le Royaume-Uni. Vous pouvez pas dire qu'il ne défend que l'Angleterre. Et j'ai une preuve de l'ouverture du nationalisme écossais. C'est pas du tout le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, où il faut avoir je ne sais combien d'années d'installation en Nouvelle-Calédonie pour avoir le droit de vote. On a entre 16 et 18 ans. Je parle du référendum de 2014. On est ressortissant de l'Union européenne, on est ressortissant du Commonwealth. On a le droit de voter en Écosse pour ou contre l'indépendance. Oui.
C'est pas une preuve d'ouverture, ça, Monsieur Cotterêts? Ben si, c'est une preuve d'ouverture, mais voilà, le référendum a été gagné effectivement par les adversaires de l'indépendance. Oui, mais il va y avoir un nouveau référendum, nous dit le Premier ministre écossais, qui le promet pour 2020. C'est pas lui qui décide, c'est pas Madame Sturgeon qui décide. C'est qui, Madame Sturgeon? Madame Sturgeon, c'est le Premier ministre écossais dont vous parlez. Et qui dirige un parti nationaliste? Oui. Et il y a aussi des partis nationalistes autres que le sien, d'ailleurs, il y a un parti nationaliste gallois aussi, si vous voulez. Dites-moi, vote samedi des communes sur le projet d'accord entre Londres et Bruxelles. Plus rien ne sera comme avant. Si je lis Le cœur de l'Angleterre, formidable roman de Jonathan Coe, il est dit, nous sommes maintenant deux camps, X et ses semblables, moi et mes semblables, dit la narratrice, on a beau vivre côte à côte dans le même pays, on habite pourtant deux univers différents, séparés par une cloison étanche, une muraille formidable, faite de peur et de suspicion, voire peut-être de ces traits britanniques par excellence qui sont la honte et la gêne. C'est très remarquable. C'est une description qui reprend presque textuellement ce qu'avait dit Disraeli, le grand ministre victorien, quand il était romancier et qu'il décrivait ces deux nations qui coexistaient à l'intérieur de l'Angleterre, et on est au début du 19e siècle, eh bien ça n'a pas changé. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine, Bernard Cotterêts. Vos livres sont sur le site de notre émission qui a été préparée par Franck Oliva, Annika Negulesco, Frédéric Martin, avec à la technique Rémi Sistiaga. La réalisation, c'était Audrey Ripouille.